Bonjour à tout le monde, je suis Julien Masquelier, chef de produit retail Pebix Avem. Je fais partie du groupe Avem. Alors, je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à être connectés aujourd'hui. Je vous en remercie. On va aborder le sujet qui est passionnant et qui est au cœur des préoccupations des retailers en ce moment, qui est l'expérience digitale en magasin et le commerce unifié. Avec la crise sanitaire et depuis quelques mois, les tendances des consommateurs évoluent. Donc, on va échanger avec nos amis de Jules, Decathlon et Okaidi sur ce thème pour avoir leurs différents retours d'expérience et qu'est-ce qu'ils mettent en place à date et quels sont leurs projets pour redynamiser le magasin d'aujourd'hui et de demain. Pour vous faire un petit travelling du webinaire, on va commencer par une présentation d'AIP, ensuite de OneStock et ensuite de Pebix Avem. Ça va durer 2-3 minutes par société. L'objectif, c'est de donner la main à nos speakers, à nos experts. Ensuite, nos experts se présenteront et on développera 3 thèmes. Donc, qui sont autour des nouvelles attentes des consommateurs versus les enseignes, comment elles s'adaptent, comment elles s'ajustent par rapport aux nouvelles attentes de consommateurs. Ensuite, on fera un focus un peu sur toutes les techniques IT, les nouveaux services à travers le commerce unifié. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est mis en place. Le rôle du vendeur aujourd'hui, c'est un rôle qui évolue beaucoup. Donc, on va aborder ces sujets pour finir sur quelque chose de très concret, de très terre à terre. C'est oui, on a un projet, il y a des tendances, les enseignes, les retailers avancent. Donc, comment ça se passe? C'est quoi les étapes d'un projet commerce unifié? C'est quoi les étapes de l'expérience digitale en magasin? Comment on met en place? C'est quoi les sponsors internes et autres? Donc là, je vais passer la main à Jérémy Buffalon, qui est directeur commercial AIP, et je vais vous partager une présentation. Et je te laisse la main, Jérémy. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous pour votre présence. Bienvenue donc, sur ce webinaire qu'on a voulu organiser conjointement avec Avem et OneStock. Juste pour contextualiser, donc moi je suis directeur commercial France chez AIP, chez qui je travaille depuis maintenant près de 7 ans. Et pour vous donner un peu de contexte sur qui est AIP, donc on peut passer sur le slide suivant, s'il te plaît, Julien. C'est une société donc française qui accompagne en fait à l'origine des e-commerçants sur toutes leurs problématiques d'encaissement et qui depuis maintenant près de 18 mois a entrepris son virage vers le commerce unifié. Donc juste quelques chiffres. La société a été créée en 2001. C'est aujourd'hui plus de 4000 clients avec qui on opère du coup la partie transactionnelle, que ce soit online ou offline. C'est près de 500 clients grands comptes qu'on accompagne dans cette stratégie d'omnicanalité sur les encaissements, avec des grandes enseignes telles que la Grande Récré, Couples, Promode, le groupe LDLC, OVH, et j'en oublie évidemment beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de 4 milliards de flux traités l'année dernière, avec forcément une énorme croissance cette année, à la fois due à l'attraction commerciale qui est la nôtre depuis de nombreuses années et à la fois aussi dû au contexte qui a été forcément un accélérateur sur les flux digitaux. La société est française, je le disais, le siège est basé à Levallois et on a également des bureaux commerciaux en Europe, donc en Belgique, au Portugal, en Italie. Et nos bureaux de développement technique sont situés à Nantes. Sur la promesse en fait de valeur, juste pour passer au slide suivant, s'il te plaît, Julien. L'idée, c'est vraiment de s'imbriquer dans l'organisation du marchand et de lui faciliter en fait tous ses points de contact sur la partie paiement avec l'ensemble de ses clients, que ce soit sur un périmètre en fait géographique, puisque on est capable d'accompagner en fait les enseignes
sur à peu près tous les territoires du monde et de leur fournir des solutions d'encaissement en local qui sont les plus plébiscitées. Que ce soit dans le modèle de vente, puisque depuis maintenant de nombreuses années, on est capable à la fois d'adresser des problématiques B2C, B2B, mais également des cinématiques d'encaissement pour compte de tiers ou d'accompagner le déploiement dans des réseaux de franchisés. Et également que ce soit sur des aspects justement d'omnicanalité, puisqu'on a des solutions qui s'adaptent à la fois aux encaissements online, offline, mais également sur la partie applicative ou sur la partie remote, puisque le confinement l'a démontré, les scénarios évoluent fortement et donc les besoins en paiement à distance, notamment par téléphone, sont également des scénarios qui sont de plus en plus plébiscités. Du coup, je vais donner la parole à Jérôme qui va enchaîner sur OneStock. Merci Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Picona, je suis directeur commercial pour OneStock pour la France et l'Europe du Sud. OneStock, si tu veux bien passer au slide suivant, merci, est une société, donc un éditeur de logiciels français. La solution existe depuis 2015. Nous sommes basés à Toulouse. On a réalisé jusque-là une quarantaine de projets OMS auprès des différents retailers. Ces projets ont été réalisés par nos équipes onboarding, qui sont également basées à Toulouse. Et la solution a été déployée dans une vingtaine de pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Si tu peux passer au slide suivant. Concernant nos clients, donc on a un très fort ADN retail, comme vous pouvez le voir. Retail fashion, je dirais, avec une très forte présence dans la mode pour enfants, mais également dans la mode féminine ou la mode masculine. Mais on adresse aussi d'autres verticaux du retail, comme tout ce qui est sporting goods, avec notamment Intersport et Sport 2000, ou encore de la distribution spécialisée comme Truffaut ou encore Cultura. Et plus récemment, on a signé notre premier pure player qui est Mano Mano, qui est leader du bricolage en ligne. Donc, le fonctionnement de OneStock est le suivant. En tant que OMS, on va aller consolider un stock unifié à partir de tous les points de stock de votre enseigne, principalement les entrepôts et les magasins, mais éventuellement les fournisseurs, à partir desquels on peut trouver des produits disponibles à la vente. On peut même tenir compte également de ce qu'on appelle le stock futur, c'est-à-dire c'est de la marchandise qui, par exemple, est en transit, dont on sait qu'elle va être présente dans un ou l'autre point de stock et qu'on peut mettre donc qu'on peut rendre disponible à la vente. Donc, ce stock unifié qu'on va agréger, on va le mettre à disposition, c'est ce que vous avez à gauche, à l'ensemble des canaux de vente, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient digitaux. Et dans le même temps, on va mettre à disposition, notamment sur le front e-commerce, toutes les modes de livraison, les promesses qui sont inhérentes à une page produit ou à un panier. Donc, le principe de fonctionnement de OneStock, c'est d'aller chercher tous les produits, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, pour les rendre disponibles à la vente. C'est-à-dire d'augmenter l'offre disponible aux consommateurs sans pour autant augmenter les quantités de stock. Donc, l'idée, c'est de vendre plus et surtout vendre mieux en écoulant plus rapidement au cours de la saison le stock. Donc, en termes d'exemple, et notamment si on se trouve sur une page produit, donc classiquement chez un retailer, on a les ventes, les commandes web qui sont servies en grande majorité par l'entrepôt. Donc, ce qui amène de la rupture. Et à partir du moment où on unifie le stock entrepôt avec les stocks de vos magasins pour rendre tout ce stock disponible sur le canal e-commerce, forcément, on a davantage de disponibilité. Non, tu peux revenir en arrière, tu vas un peu trop vite. Voilà. Et également, on va pouvoir afficher, c'est ce que vous voyez en bas à droite, les promesses de livraison inhérentes à l'article qui a été sélectionné, avec des informations bien évidemment de délai, mais également des informations concernant l'empreinte carbone qui est liée à chaque mode de livraison. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle chez nous, c'est donc un check-out classique sur le web qui va potentiellement pouvoir être honoré par des magasins versus l'entrepôt, c'est ce qu'on appelle le ship from store. Le deuxième exemple, c'est de la même manière qu'on va combattre l'indisponibilité de stock en ligne, on va en faire de même en magasin, notamment pour tout ce qui va être extension de gamme ou alors simplement combattre de la rupture de stock en magasin. Donc, on a un outil de prise de commande en magasin qui va nous permettre de naviguer dans le catalogue et de proposer aux consommateurs des produits qui ne sont pas présents dans le magasin ou alors combiner un panier avec des produits présents dans le magasin avec lesquels il va repartir et d'autres qui feront l'objet d'une commande en livraison à domicile ou en click and collect. Et le paiement potentiellement sera effectué soit via la caisse, soit via des solutions de mobilité comme
IP, ou encore, comme l'a évoqué Jérémy, via un lien, si jamais on fait ce qu'on appelle du remote selling, qui est un sujet d'actualité en ce moment. Justement, par rapport à la crise, la vocation de OneStock, et on l'a vu au travers de nos différents clients, c'est de pouvoir permettre aux retailers de continuer leur activité grâce au digital. Alors, au travers principalement du click and collect, on voit se développer le drive pour garantir une sécurité pour les consommateurs, mais également la livraison depuis les magasins. Et pour citer quelques exemples, pendant la crise, on a eu comme clients Orchestra et Truffaut qui, de par leur activité, ont pu rester ouverts durant le premier confinement. Et pour l'exemple d'Orchestra, ils se sont reposés sur leur Megastore pour pouvoir servir une demande web qui était très très forte, d'autant plus que leurs principaux concurrents ne pouvaient fournir car ils reposaient uniquement sur l'entrepôt. Ils ont réalisé en 2 mois de confinement l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires web. Truffaut, quant à lui, pareil, est resté ouvert et a continué à servir ses clients web grâce à ses magasins, et à peu près 90% des commandes web étaient exécutées depuis les magasins. Et toujours dans cette phase de confinement, on a vu d'autres offres émerger. Enfin, on a dû s'adapter et faire évoluer nos offres, notamment tout ce qui était prise de rendez-vous. Donc, on a beaucoup de nos clients qui ont fait appel à nous pour mettre en place des prises de rendez-vous en ligne pour pouvoir sécuriser la venue de leurs clients, quel que soit le motif, que ce soit pour du coaching, que ce soit tout simplement pour venir retirer un colis. Et également, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, toute la partie remote selling, notamment au travers d'une prise de rendez-vous virtuelle qui aboutissait sur une prise de commande à distance avec bien évidemment un paiement via l'envoi d'un lien ou via un serveur téléphonique. Bon, vu que Jérôme a beaucoup parlé, je vais aller très très vite. Donc, PBX Avem, nous, on est la BU Retail du groupe Avem, groupe Avem qui est très important. C'est 1800 collaborateurs, c'est 180 millions de chiffre d'affaires. Et dans cette grosse sphère qui est le groupe Avem, qui procure pérennité, stabilité et capacité d'investissement, on a une BU qui est destinée et qui adresse le retail de 160 collaborateurs. On a 3 sites spécialisés retail qui sont Lyon, Dolo et Fléac, et on s'appuie sur 90 agences françaises et de nombreux partenaires européens. C'est 6000 m² de stockage, on s'appuie sur 500 techniciens groupes. Donc, on a une force de frappe de proximité, un centre d'appel performant avec 30 collaborateurs qui gèrent à peu près 100 000 appels par an. Notre parc en maintenance et en distribution, notre parc de maintenance matérielle, c'est 55 000 TPE, 20 000 TPV. On adresse aujourd'hui sur différentes problématiques IT magasin 420 clients et plus de 30 000 points de vente. Notre offre est plutôt claire et simple. Notre stratégie est d'être l'interlocuteur unique, un peu la pierre angulaire de vos projets IT magasins sur différents domaines. Alors, historiquement, Avem, c'est la monétique. Donc, on distribue de la monétique autonome et centralisée. On distribue aussi toute la partie TPV. Il y a le logiciel de caisse parce qu'évidemment, notre métier, c'est qu'on puisse distribuer le matériel, mais qu'on puisse installer en magasin et que lorsque notre technicien reparte, le matériel est en condition opérationnelle. C'est notre objectif. On travaille aussi sur des problématiques de sécurité avec un partenaire qui est Checkpoint, les problématiques de comptage, de RFID. Ce qui se développe beaucoup aujourd'hui et toujours dans ce process de digitalisation du magasin, c'est tout ce qui est bornes et automates, les kiosques. Donc là, on travaille avec Ores. Un des sujets qui fait partie, qui matérialise l'omnicanalité en magasin et l'équipement vendeur, c'est l'équipement en tablette, en smartphone, en MPOS, qui permet justement, il y a des nouvelles solutions qui permettent d'avoir avec un seul outil qui fait le paiement et l'application métier. Donc, un seul device pour faire le job en magasin. Ensuite, on travaille sur tout ce qui est PLV, écran dynamique. Évidemment, le magasin est de plus en plus connecté, donc on aide vraiment des problématiques Wi-Fi.
Aujourd'hui, c'est bien beau de mettre un device mobile dans les mains du vendeur, mais si votre magasin est une zone blanche, c'est un peu contre-productif. Et tout cet ensemble d'offres impacte énormément les processus métiers. On met beaucoup d'outils IT technologiques qui sont un peu nouveaux dans les mains de vos collaborateurs en proximité magasin. Donc, on a la capacité d'accompagner cette conduite du changement par la formation et l'e-learning. Et comme vous le savez, vous avez des prises en charge par les OPCA, ce qui fait qu'il y a un avantage financier également à accompagner vos collaborateurs. Donc, sur toutes ces offres, PBX-AVM travaille avec un environnement, un écosystème qui est performant, qui est leader sur son marché. Je vous ai cité Checkpoint, je peux vous parler d'HP, je peux vous parler d'Oray, je peux vous parler d'Ingenico, de Verifone, de Pax, de Nepting, de Zebra, d'Honeywell, j'en passe, et je pense que vous les connaissez tous. Et pour la plupart, nous sommes labellisés distributeurs officiels et centres de réparation agréés, ce qui est une force pour nos équipes et aussi un service à valeur ajoutée qu'on propose à nos clients. En termes de service, on peut dire que PBX-AVM va vous accompagner sur l'ensemble de votre projet. Alors évidemment, sur des réseaux comme Jules peut l'avoir, Decathlon ou OcoID, c'est des projets qui sont assez volumineux, il y a beaucoup de points de vente, il y a une réflexion stratégique tellement importante de la part du retailer qui fait qu'on se doit, nous, d'être staffé en conséquence, toujours avec cette proximité, cette promesse d'un interlocuteur unique, performant, qui va permettre de mettre en œuvre le projet. On est capable de distribuer le hardware sur l'ensemble des équipements IT. Alors, quand je parle de distribution hardware, on est capable aussi de reprendre un parc. On est capable aussi de reprendre un parc et de le valoriser en mode reconditionnement. On est capable de vous proposer aussi du matériel reconditionné de qualité. Tout ça, cet investissement en termes de mise en œuvre et de distribution et de matériel, on va être capable de vous proposer des solutions de financement, de leasing, de leaseback, qui va apporter de la souplesse financière et de lisser vos investissements dans le temps. Tout ça est mis en musique par nos techniciens sur le terrain et nos partenaires en Europe pour tout ce qui est installation, déploiement. Encore une fois, notre objectif, c'est que notre technicien arrive sur le terrain et reparte et que votre magasin tourne et soit en conditions opérationnelles. Encore une fois, tout ce projet s'accompagne, et je pense qu'on va l'aborder durant le webinaire à travers nos speakers. Il est très important de former les équipes. Ensuite, on va intervenir dans le run magasin pour tout ce qui est maintenance, quel que soit l'équipement IT qu'on vous aura posé, à J+1 et H+4, avec aussi un appui à distance qui est notre hotline qui est en capacité de faire du 7/7 en multilingue. Alors, nos références, il est difficile de mettre 420 références sur une slide. Le message, on a des grosses références, tout métier confondu, que ce soit dans l'alimentaire, dans le prêt-à-porter, dans tout ce qui est hospitalité, restauration, etc. Voilà. On va continuer et on va laisser place aux speakers. C'est l'objet de notre webinaire. Donc, je suis ravi de tous les accueillir. Alors, chez Jules, il y a plusieurs personnes. Je vais laisser peut-être Julie commencer et aux autres personnes de se présenter quelques secondes. Julie ? Ah, on a peut-être perdu Julie. Alors, à son micro qui est coupé. Oui, c'est passé. J'avais plus le guide. Bonjour à tous, Julie Thierry-Voirin, je suis coordinateur omnicanal chez Jules. J'ai pour mission d'accompagner, d'animer et de piloter le réseau sur les différents leviers omnicanaux mis à leur disposition. Et côté plutôt siège, de travailler en transversalité avec tous les acteurs
qui interviennent sur les outils ou les gestes métiers omnicanaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Émilie Delannoy et Elisabeth Dierkens m'accompagnent et je les laisse se présenter. Alors, bonjour, je suis donc Elisabeth Dierkens. Je suis responsable du service MOA Logistique et nous avons en charge le pilotage des projets logistiques orientés IT, amélioration continue ou organisationnelle. Et nous sommes également amenés à piloter des projets transverses comme le Shift from Store et que j'ai la chance de piloter. Émilie ? Bonjour, Émilie Delannoy, chef de projet informatique. J'ai participé il y a 2 ans à la mise en place du Shift from Store chez Jules. Et maintenant, je suis toujours là en tant que consultation pour les évolutions et les problématiques rencontrées sur le Shift from Store. Alors, je suis également ravi d'accueillir, et je crois qu'on ne se quitte plus depuis quelques mois, c'est Nicolas de Decathlon. Bonjour à tous et à toutes. Merci Julien de m'avoir proposé d'être présent parmi vous. Effectivement, on se quitte plus, enfin, on se quitte de temps en temps quand même. On ne continue pas ensemble en tout cas. Donc Nicolas Brunassi, moi je suis product manager pour les solutions d'encaissement pour Decathlon France et United, en charge de tout ce qui est process d'encaissement sur les fronts, sur la partie paiement et aussi sur la partie RFID. Chance d'avoir technologie RFID déployée dans nos magasins qui nous rend bien service. Voilà. Et je passe la main à François d'Okaidi. Bonjour à tous. Je suis très content de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, je suis responsable d'équipe AMOA transverse pour ID Kids, qui regroupe les marques Okaidi, Jacadi et Oxybul. Et je suis également directeur de projet, tout type de projet, mais très longtemps sur le commerce et orienté magasin. Et j'ai eu la chance de pouvoir diriger les projets de mise en place du Ship from Store, de mise en place de One Stock, de mise en place de l'Order in Store, nouveau process qu'on est en train de mettre en place en collaboration avec les 3 responsables de ce webinaire en même temps, Avem, One Stock et iPay. Très bien, François. Alors, je vais juste simplement introduire le débat. Voilà, ce qu'on peut constater quand on reprend l'échelle temps, c'est qu'il y a plusieurs années, quand le e-commerce est arrivé, les magasins se sont dit « Ah mince, ça peut être un poids, on ne va pas être copains ». Depuis quelques mois, quelques années, on se rend compte que ces réseaux e-commerce et magasins se parlent mieux et comprennent qu'il faut travailler ensemble pour faire évoluer la marque, pour rendre une marque retail forte et tout le monde a y gagné dans ce process et du coup est arrivé le concept de commerce unifié. La crise, évidemment, la crise sanitaire qui nous touche et c'est bien malheureux, a poussé de nombreux consommateurs à trouver des alternatives. On constate que le e-commerce a continué sa croissance et d'autant plus peut-être pendant cette période. Donc, beaucoup de consommateurs sont arrivés aussi sur le e-commerce, on va dire par défaut, alors qu'ils aiment aller au magasin, ils aiment rencontrer les vendeurs, ils sont attachés à une marque, à plusieurs marques et ils aiment faire vivre ce tissu local, économique et social, sociétal. Qu'est-ce que vous avez constaté dans vos réseaux, dans vos magasins? Alors, je vais parler de pendant le confinement et aussi post-confinement. C'est quoi aujourd'hui les nouveaux parcours d'achat? Je vais commencer par François, vu que je te vois en premier. Qu'est-ce que tu as constaté sur ça, un peu les nouveaux parcours et comment vous êtes un peu adapté, que ce soit dans la période confinement ou post-confinement, où il a fallu rouvrir les magasins et se dire, tiens, ils ont découvert des super services, comment on peut redonner cette attractivité? C'est quoi les nouveaux parcours? Effectivement, on a dû être ingénieux, créatif et assez réactif, puisque, mine de rien, on avait peu anticipé cette de conflit. Ah, il y a des coupures.
confinement. Et donc, on a dû réfléchir à des nouvelles magasins sur le web et surtout d'effacer au maximum cette rupture entre le magasin physique et le magasin web. Chose qu'on a réussi à faire, ou qu'on essaye de faire en tout cas. Réussi à faire, c'est un petit peu prétentieux, mais qu'on essaye de faire avec le remote selling dont vous avez parlé, avec la e-réservation qu'on a en place et qu'on essaye de revoir, l'order in store qu'on est en train de mettre en place. Donc, l'order in store, c'est bien de pouvoir passer une commande web en magasin physique. Donc, on essaye de plus en plus d'aller même au-delà de l'omnicanalité, mais de créer un canal unique et de plus essayer de rassembler nos différents canaux et que ce soit transparent pour le client. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. On doit déjà maintenir le service, réfléchir aux nouveaux projets et à l'innovation des mois à venir, tout en maintenant ce service. Les conditions actuelles ont fait que l'activité web et commandes clients ont explosé pour compenser l'activité. Donc, ça, c'est plutôt bien. Effectivement, avant de mettre en place tous ces nouveaux process, on doit maintenir l'activité actuelle. François, donc, voilà. je me permets d'intervenir parce que je pense que c'est intéressant de rebondir sur ce que tu disais. Tu mentionnais le fait que ça soit compliqué. Selon toi, et je pense que ça sera intéressant d'avoir l'avis effectivement de Decathlon et de Jules, les principaux enjeux et les principaux freins que vous avez constatés au déploiement en fait, d'une stratégie complètement unifiée sur ces sujets-là. Les principaux enjeux, en fait, quand on réfléchit que France, ça c'est simple, c'est simplifiant en tout cas. Là, les principaux enjeux, c'est quand même de réfléchir France, international, physique et dématérialisé. Et en fait, on doit, lors de la mise en place de n'importe quel projet… Ah, ça coupe. Ne plus rester avec des petites œillères en se disant, bon, global monde et tous canaux confondus. Donc, on a toujours une problématique de transversalité systématique et prendre en considération les contraintes et les besoins de tous les canaux et toutes les utilisations possibles. Sans entrer dans le détail, la législation, les différentes monnaies, les différents comportements clients d'un pays à l'autre, les différents horaires d'ouverture, et tout ça, forcément, d'unifier, d'avoir des process complètement transverses, nous oblige à réfléchir de manière 360 et puis siloter les modules. Très bien, François. Chez toi, Nicolas, alors on en parlait un peu, tu me disais, c'est sûr que ce qui est un peu connexe à tous ces nouveaux parcours et la réponse un peu IT, marketing, tu me disais la fidélité, etc., ça joue un rôle. Toi, qu'est-ce que tu as vécu côté Decathlon? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu constates des nouveaux parcours et comment vous êtes ajusté? Alors, en fait, pour ce qu'on est en train de vivre, le premier confinement, ça a été un choc pour tout le monde. C'était rapide, ça a été brutal et on a répondu dans l'urgence. Et effectivement, on a déclenché des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Le drive était quelque chose qu'on ne faisait absolument pas chez Decathlon. On a réussi à sortir un drive en 3 semaines grâce à des outils qui étaient plutôt disponibles pour répondre à des besoins complètement nouveaux. Cliquer, retirer, c'était la suite, donc on a réussi à le mettre en place. Et par contre, aujourd'hui, ce qui est assez nouveau, c'est que le deuxième confinement qu'on est en train de vivre actuellement, il amène d'autres réponses, et à mon avis, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère du commerce. Je pense qu'aujourd'hui, le premier choc, c'était qu'il fallait sauver ce qu'il y avait à sauver d'un point de vue sanitaire, on a tout fermé. Là, on est dans une dualité qui est, on continue à pousser la logique du confinement versus on doit sauver entre guillemets l'économie. Donc, il faut qu'on ait des outils qui permettent de répondre à ça. Et ça, c'est quoi? C'est les besoins des clients. Et les réponses qu'on a aujourd'hui, c'est que le client veut continuer à faire du business. Par contre, effectivement, il va utiliser de plus en plus des outils qui sont, on l'a tous dit, mais on va le dire cet après-midi, très digitaux, très portés sur de l'autonomie, très portés sur de la facilité, de l'efficience. Donc, tout ce qui permet de répondre à ça sera bon pour le business. Maintenant, la transformation, elle est monstrueuse parce qu'on a accéléré fortement tout ce qu'on avait imaginé sur les derniers mois, alors qu'on était parti pour une transformation sur plusieurs années. Là, ça s'est accéléré
en quelques semaines. Donc, c'est assez dévastateur techniquement et c'est très intéressant d'un point de vue humain, quoi. Et chez Jules, qu'est-ce que vous avez constaté? Nouveau parcours, votre réponse, qu'est-ce qui a accéléré chez vous pour essayer de répondre à tout ça? Alors, ce qui a surtout, c'est pas accéléré, mais ce qui nous a aidé, et après Elisabeth complétera, mais c'est que lors du premier confinement, nous, on a pris le parti pris pendant 3 semaines de fermer aussi le site web Jules, en plus de la coupure des magasins, pour laisser de la bande passante aux transporteurs. Et après, on a réouvert notre site web pour commencer à prendre et à faire des commandes et répondre aux attentes clients avec seulement l'entrepôt. Suite à ça, on a eu le déconfinement, réouverture des magasins, et ça nous a, le stock unifié nous a permis de répondre aussi bien à une demande en interne qu'à la demande de nos clients, puisque logistiquement et auprès de l'entrepôt, on avait peu de stock, puisque tout était parti en grande partie juste avant le confinement en magasin, et les stocks unifiés nous ont permis de répondre aux commandes web via les stocks des magasins. Il faut savoir que sur toutes les périodes d'une saison qui sont écoulées chez nous, on liquide ce stock à 80% avec celui des magasins. La chose qui nous a, du coup, comme disait tout à l'heure Nicolas, le premier confinement, c'est plus un choc et comment on fait pour répondre avec les moyens qui sont à notre disposition. Par contre, on en tire des leçons et dès septembre, tout le monde a commencé à se mettre en ordre de bataille pour se dire « Ok, s'il y a une deuxième vague, comment on y répond et par quoi on y répond ?» Et c'est vrai que là, on a pu être plus réactif parce qu'on savait ce qu'on allait mettre en place et notamment travailler avec ce qu'on a donné comme terme chez nous, des hubs en plus de notre entrepôt pour pouvoir assurer les demandes et les commandes clients. Ok, alors, vas-y Nicolas, vas-y. Ouais, ce que dit Julie, effectivement, je pense que tout le monde dans les équipes, en tout cas nous, le deuxième confinement, on a tous travaillé. On ne voulait pas le travailler parce qu'on avait tous peur de revenir sur. Voilà, c'était forcément, qui dit deuxième confinement, dit deuxième crise sanitaire avec tout ce que ça a comme impact. Par contre, on était tous prêts, donc on a tous anticipé. Dans les tiroirs, il y avait des scénarios de crise qui étaient prévus. Donc on a effectivement beaucoup capitalisé sur le premier confinement pour accélérer si jamais c'était le cas, quoi. Du coup, pour résumer, ce que j'entends, c'est que vous avez, il y a des services qui étaient déjà en place, que vous avez développés. J'ai vu beaucoup aussi d'innovation. Alors, on se rend compte que des enseignes avaient déjà un peu le pied à l'étrier sur certains services. Ils ont accéléré sur certaines choses. J'ai vu de la visite virtuelle, du showcase digital pour présenter un produit, etc. Si vous devez ressortir quelques-uns des services sur lesquels vous avez dit « Ah, on a vraiment bien fait de prendre ce parti pris et d'avoir mis ça en place ou d'accélérer sur un point », vous ressortirez quoi? J'ai entendu Drive, j'ai entendu Click and Collect, j'ai entendu Ship from Store. Qu'est-ce qui ressortirait pour vous et qui colle vraiment je pense surtout à la réouverture magasin. Parce que ce n'est pas évident quand on a 2 mois de magasin fermé. Après, on se dit, tiens, comment on va accueillir les gens demain en essayant de proposer du service. François, tu peux me dire, si tu devais retirer quelques services comme ça, ce qui a accéléré et ce qui vous a permis d'avancer? Alors clairement, ce que je devrais retirer, rien du tout, parce que c'est toujours bien de pouvoir présenter des nouveaux et un panel de services le plus large possible à nos clients. Celui le plus clairement aujourd'hui, c'est le Ship from Store, puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, nous, on s'est préparé en tant que professionnels à une deuxième vague. En revanche, les clients ont conservé, en tout cas, se sont transformés un petit peu avec le confinement, puisque l'activité web a atteint des pics lors du premier confinement et finalement ça redescend peu. Même entre les deux confinements, on a vu que l'activité est restée bien plus forte que ce qu'on avait l'habitude de vivre et que le Ship from Store nous permet de diluer effectivement et de répartir l'activité de nos entrepôts sur les magasins
nous permet aussi, en fonction de ce qu'on veut faire, vider les stocks d'un magasin ou profiter d'opportunités de présence d'un magasin dans un endroit où, voilà, ça nous apporte une souplesse sur les réseaux de distribution et sur la distribution de manière générale, qui est assez intéressante. Maintenant, sur les moyens de paiement, c'est vrai qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur comment on fait pour payer sans avoir ce contact qu'on avait avec les cartes bancaires, qui est quand même le moyen de paiement le plus utilisé en France et en Europe, même si ce n'est pas la carte bleue partout. Et donc, on est arrivé sur du sans contact. Comment mettre du sans contact rapidement dans les magasins? Ce n'est pas obligatoire en France depuis très longtemps. Tous les magasins n'en étaient pas équipés, donc il a fallu qu'on accélère rapidement là-dessus. Le paiement à distance, alors c'est vrai qu'il y a toujours une réticence. Le remote est très utilisé pour autant, et c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué de demander aux clients de prendre son téléphone. Vous avez parlé de zone blanche, effectivement, en centre co, de temps en temps, on a des problématiques matérielles, en fait. Dans certains magasins en France, on n'est encore pas bien couvert par le Wi-Fi. Dans d'autres, en centre co, on a le Wi-Fi, mais le client ne reçoit pas le texto parce qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, ça mène d'autres problématiques auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Mais c'est vrai que toutes ces solutions-là, quelles qu'elles soient, le rendez-vous magasin qu'on a mis en place aussi, le rendez-vous visio qu'on fait aussi, les ventes personnelles, effectivement, on ne peut pas considérer que ce soit la majeure partie de notre chiffre d'affaires. En revanche, c'est utilisé et c'est des nouveaux services digitaux proposés à nos clients et qui sont toujours intéressants et qui permettent de comprendre et de s'adapter un petit peu mieux, de proposer en tout cas des nouveaux services. Côté Jules, ou c'est Nicolas qui veut… C'est Jérôme. Ah, Jérôme. Juste par rapport au chiffre absent, moi je voulais juste apporter un complément, c'est qu'on a constaté deux phénomènes par rapport aux deux périodes de confinement. On a la première période de confinement où on a vu, alors je citais l'exemple d'Orchestra et Truffaut, mais on sait que la demande sur l'enfant a été forte, parce que bien évidemment, même confinés chez soi, les enfants continuent à grandir, donc il faut bien continuer à les vêtir. Et concernant Truffaut, beaucoup de gens ont bricolé et jardiné, donc il y a une forte demande sur ces secteurs-là. Donc pendant le confinement, ces gens-là ont dû justement répondre à cette demande. Par contre, la demande était, alors vous me direz si je me trompe, je m'adresse totalement aux gens du textile, sur la partie mode, hommes et femmes, enfin adultes, la demande a plutôt été en berne, même sur le canal web, parce que étant confiné chez soi, on n'avait pas forcément envie de consommer du textile. Par contre, on a, dès l'annonce du déconfinement, là, on a vu que la consommation sur le web est repartie de manière très forte. Et on a eu certains de nos clients qui pratiquaient jusque-là le Shift from Store, mais pour lesquels les magasins avaient été fermés pendant le confinement, qui ont vu justement une demande très forte et ils ont pu répondre à cette demande grâce au Shift from Store, d'autant plus que les stocks des magasins étaient pleins. Je pense notamment à des gens comme Intersport, qui au mois de mai 2020 ont fait 4 fois le chiffre d'affaires du mois de mai 2019 en valeur et 3 fois en volume. Et idem pour Rouge-Gorge Lingerie. Donc ça a été vraiment, en termes de reprise, ça a été salvateur. Et j'ajouterais, alors je crois que c'est ce que fait Jules, mais j'espère ne pas me tromper. En termes de reprise, le Shift from Store a permis à Rouge-Gorge de ramorcer l'activité de ses vendeurs, même étant à la maison. C'est-à-dire que les vendeurs pouvaient capter des commandes web depuis chez eux. Et une fois qu'ils avaient suffisamment de colis à préparer, ils se rendaient en magasin 1 à 2 fois par semaine pour préparer les colis et les remettre à l'expédition. Donc, c'est aussi assez vertueux parce que non seulement ça permet d'écouler le stock, mais aussi de ramorcer l'activité en magasin. Et j'ajouterais, quand je comparais tout à l'heure les deux périodes de confinement, aujourd'hui, sur cette deuxième vague, on n'est pas du tout dans la même typologie parce que c'est la période de Noël. Donc, on n'achète pas pour se vêtir, mais on achète pour offrir. Donc, la demande qui était en berne à la première période de confinement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la demande est très forte sur le web. Et c'est une demande qui va être soutenue jusqu'à la fin de l'année. Ok, Jérôme. Et chez Jules, du coup, vu que tu t'introduisais Jules, chez Jules, comment ça s'est passé? Les services, qu'est-ce que vous avez développé ou renforcé? Oui. Alors, on a surtout renforcé effectivement au niveau du Shift from Store. Donc, je rejoins un petit peu Okaidi sur ce point. Le Shift from Store aujourd'hui, si on regarde un petit peu au niveau des chiffres,
il équivaut à 52% versus l'e-commerce. Donc, il a un poids assez conséquent. Donc, aujourd'hui, un peu trop à notre goût et on souhaiterait le baisser un tout petit peu. Donc, là-dessus, on a bien insisté. Après le click and collect, forcément. Et je dirais également sur la partie Drive, mais par contre, Drive piéton, contrairement à Decathlon, donc prochainement, ce sera déployé prochainement chez Jules. Drive piéton, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même configuration que Decathlon avec un parking privé. On se retrouve de manière générale dans des centres commerciaux ou dans des zones piétonnes, des centres-villes. Et là-dessus, forcément, on ne peut pas offrir le même service du drive pur. Et du coup, on a un peu détourné ce qui se faisait pour pouvoir proposer maintenant du drive piéton qui sera là prochainement, normalement la semaine prochaine, en fonctionnement et sur un maillage de magasins qui soit représentatif en France. Donc, on l'a fait uniquement sur le sol français, cette proposition-là. Merci Elisabeth. Alors le temps défile, hein, je pense que vous avez déjà apporté un bon premier regard à nos auditeurs pour ce premier thème. On va passer au deuxième thème qui est voilà, le commerce unifié, hein, mais ça rejoint aussi pas mal de choses qu'on s'est dit pour l'instant. On va peut-être rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail. Alors, vous avez tous abordé les sujets de ship from store, de click and collect, tous ces moyens, ces nouvelles pratiques commerciales hein, qui répondent à des parcours d'achat, qui permettent vraiment d'unifier le commerce, le e-commerce et la proximité. Nicolas, côté Decathlon, comment ça se matérialise concrètement en magasin? Qu'est-ce qu'on met dans les mains des vendeurs? Est-ce que c'est du soft? Est-ce que c'est du matériel? Voilà, c'est quoi les points incontournables d'équipement pour le vendeur, pour les collaborateurs, afin de traduire, parce que c'est de la data au final, on traite de la data. Comment on y arrive? Alors, juste avant de répondre à ça, juste pour Jérôme, par rapport au fait que l'optique de vendre des cadeaux pour Noël, avec le froid qui arrive, je pense qu'on va vendre beaucoup de pièces lourdes en textile, donc il faut y penser. Donc, nous, on sait que ça va exploser, en tout cas dans les prochains jours. Et pour Elisabeth, par rapport au drive piéton, tout à fait, ils sont sur une dynamique de drive piéton qu'on n'a pas du tout nous chez Decathlon et on est en train d'y réfléchir. Le drive piéton, pour moi, c'est un vrai modèle économique qu'il va falloir fortement imaginer et conceptualiser chez Decathlon pour répondre à tous ces besoins-là. Je vais faire ma parenthèse là-dessus. Par rapport à ta question, Julien, comment on fait pour le commerce unifié? En fait, c'est ça qu'on était déjà prêts. Hein. Plus ou moins, les collaborateurs en magasin chez Decathlon ont tous des tablettes ou des smartphones sur lesquels ils ont accès. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ça? En fait, on est en train de s'apercevoir que la part du digital a explosé avec le premier confinement. Il est en train d'exploser avec le second confinement. Donc, il faut qu'on soit prêt pour effectivement répondre à ce défi-là. Mais en fait, il y a des stratégies qui sont en train de s'accélérer. Donc, le drive, c'est simple. Hein. Nous, on a effectivement rapidement mis en place le drive. J'ai beaucoup aimé l'histoire des gens qui, chez Rouge-Gorge, préparaient les outils des commandes et allaient en magasin faire le prélèvement pour envoyer. Ça, c'est génial. Nous, on peut le faire aussi, parce que nos outils sont utilisables. On pourrait répondre à nos clients et faire des paniers pour eux sur nos outils, que ce soit à la maison ou dans les magasins, et ensuite les envoyer. Donc, les outils sont prêts. Après, c'est effectivement comment on répond au parcours. Donc, effectivement, c'est les tablettes. Et puis, c'est surtout être capable que le client ait la même information partout, quel que soit le canal. Je sois sur mon canal web, sur mon canal en magasin, sur une borne, ou face à un produit physique, il faut qu'on ait le même niveau d'information, la même dispo, le même prix, les mêmes services. Et c'est là-dessus qu'on est en train de se battre pour faire en sorte qu'il y ait aucune couture, quel que soit le canal sur lequel je suis. Mais ça pose plein de problèmes, on va certainement les aborder après, sur la pertinence du stock, où est le stock au bon moment, à quel endroit, est-ce que c'est le même prix, est-ce qu'il est disponible pour tout le monde au même moment. Donc, tout ça est là. Mais les outils sont prêts, nous on est prêts en tout cas.
C'est vrai que, encore une fois, la data est primordiale, parce qu'on se rend compte qu'en étant e-shopper, on a accès à une multitude de produits avec une finesse d'information qui est très importante sur les couleurs, les dispos, les tailles, etc. Chez toi, François, comment t'apprendre ça parce que du coup, le vendeur a un peu un nouveau rôle. Est-ce que là, il doit être en mode… Est-ce que vous lui donnez les outils pour entre guillemets, se battre ou être à la hauteur des infos que le consommateur peut avoir sur le e-commerce? Je ne sais pas vraiment répondre à cette question-là parce qu'on n'est pas en direct avec les magasins. On a des équipes qui sont là pour prendre le relais. Heureusement qu'ils font un super boulot puisqu'en centrale, on est souvent un petit peu loin des magasins parce que même si on y va régulièrement, un réseau de 400, 500 magasins, ce n'est pas pareil que établir un pilote dans un magasin, bien sûr. On essaye d'être agile en tout cas sur la démarche et d'être au contact des métiers et prendre en considération les remontées. On met souvent en place des choses un petit peu dans le vif de l'action. On a parlé du paiement à distance, on a parlé du ship from store, demain de l'order in store. On a des délais quand même qui sont très courts pour mettre en place des projets qui sont de plus en plus complexes, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'omnicanalité, sur l'internationalisation de ces process, sur du multimarque qui plus est. Le gros cadrage bien préparé, on ne sait plus le faire, c'est trop compliqué, il nous faudrait des mois. Donc, on essaye surtout d'adopter un état d'esprit agile sur cette typologie de projet et de rester au contact permanent avec les équipes et de travailler en itération sur une méthodologie agile adaptée, entre guillemets, à ces projets qu'on doit mettre en place rapidement et à forte valeur ajoutée. Ouais. Ok, alors ce matin, on discutait avec Elisabeth, Julie, du nouveau rôle du vendeur. Alors sans être péjoratif, un vendeur, avant, on lui demandait de bien mettre en rayon et de respecter un format, un côté un peu merchandising, avec des normes, etc. Aujourd'hui, on demande aux vendeurs apprendre à demander aux vendeurs d'être au contact, de représenter une marque, de représenter une éthique, etc. Alors je sais que chez Jules, l'éthique est importante, avec vos nouveaux concepts éco-responsables, etc. Donc, il y a une belle dynamique qui arrive. Et là aujourd'hui, on dit aux vendeurs, tiens, je te mets un objet technologique entre les mains avec de la data. Comment, chez Jules, voilà, le virage du vendeur, quel est le vendeur d'aujourd'hui et de demain? C'est quoi ses missions et comment il va y arriver? Alors aujourd'hui, le vendeur Jules, eh bien, avant de parler du vendeur, c'est plutôt une stratégie. Aujourd'hui, on va parler de change. Le change chez Jules aujourd'hui est vraiment un élément prépondérant dans la stratégie que l'entreprise a mis en place, tant sur le siège que sur le réseau. Donc c'est vraiment, on emmène tout le monde, on embarque vraiment tout le monde. Et pour y répondre, on a beaucoup misé sur un déploiement massif d'une formation qui s'appelle la Shopping Experience et qui va allier le discours client et la posture du vendeur avec les opérations qu'ils sont à effectuer en parallèle. Donc aujourd'hui, on a pris conscience que le métier avait changé et qu'il allait encore changer. Et donc, on se prépare vraiment à ça, à prendre ce virage-là et ne pas subir. Parce qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, ça remonte à il y a moins de 2 ans, on était sur une seule unité centralisée de préparation de commandes, qui était notre site logistique. En plus, on n'en a qu'un seul. Et on est passé de 1 à 500 unités qui sont décentralisées en plus, qui sont les magasins, et pour lesquels, effectivement, ce n'était pas leur métier de base. Donc aujourd'hui, effectivement, en parallèle de leur métier de vendeur, ils doivent associer le rôle de logisticien. Ils font de la préparation de commandes, ils font de la réception, de l'expédition, de la gestion de stock. Pour illustrer un petit peu tout ça, si on prend quelques chiffres, aujourd'hui, en moyenne, par magasin, ils vont devoir constituer à peu près 30 colis jour. Ça reste une moyenne générale. Par contre, si on regarde le max,
on est à 110 colis jour pour un magasin. Donc forcément, ça nécessite derrière une organisation complète, un rôle bien déterminé, parce que l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. C'est bien un complément. D'accord, très bien. Merci pour ce retour. Alors, il nous reste, on va dire, 10 minutes. Merci à l'auditoire d'être compréhensif. Et je pense qu'on va finir sur le dernier thème assez rapidement, mais en donnant du contenu. Et après, on donnera la parole par des questions-réponses. On débordera un petit peu sur l'heure, si ça vous ne dérange pas. Le troisième thème, c'est, voilà, alors on a parlé IT, on a parlé soft, on a parlé service, on a parlé parcours d'achat, on a parlé nouveau rôle du vendeur, donc ça impacte les équipes. Demain, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur le chemin ou aux prémices de ces projets, comme le François disait, qui peuvent paraître colossaux, mais qu'en fait, là, on vous demande, et le métier vous demande de le faire rapidement. Je vais vous poser des questions plutôt simples. C'est quoi les sponsors internes? Parce qu'évidemment, est-ce que ça vient du marketing? Est-ce que ça vient de la direction? Est-ce que ça vient de l'équipe informatique? Et en gros, quelles sont les étapes? Alors, voilà, qu'est-ce qui a marché chez vous? Quelle étape vous vous êtes dit c'est indispensable et heureusement qu'on est passé par là pour réussir et que notre projet soit successful. Nicolas, tu peux nous dire un petit peu, côté Decathlon, vu que tu nous disais, nous, on est prêts, mais voilà, tu dois avoir ce recul d'expérience, justement, qui tu as dû séduire en interne et comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça fait un petit moment qu'on est sur la transformation digitale et tout ce qu'on vit depuis maintenant 9 mois sur 2020, ça a permis d'accélérer sur un certain nombre de sujets. Donc, en fait, on n'a pas besoin de séduire. C'est que déjà, on avait une synchronisation, un alignement entre les besoins fonctionnels et les besoins IT. On avait historiquement un système IT qui était plutôt bien fait, mais qui était construit sur un modèle assez centralisé. Et depuis quelques années, on est plutôt sur un modèle décentralisé où on vient donner le pouvoir au local, ce qu'on appelle la subsidiarité chez nous. Et forcément, pour répondre à ça, on a besoin d'avoir des outils informatiques qui sont dans cette dynamique-là de pouvoir répondre à des besoins locaux très précis et en même temps d'embarquer un système qui est plutôt un système entre guillemets centralisé avec des bacs communs disponibles, avec des corps à disposition pour répondre au business model. Donc, la séduction, elle n'a pas eu besoin d'être mise en dynamique à travers le confinement. Par contre, effectivement, on s'est aperçu, et c'est là où c'est intéressant l'exercice, c'est de se dire ce qu'on a mis en application et ce qu'on avait imaginé, ça a bien fonctionné sur certains sujets. Il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué, les logiques de dispo de stock, etc. Et puis même le modèle en soi de Decathlon, des fois, il est challengé parce que le besoin client, il est différent de celui qu'on a pu imaginer, notamment lorsqu'on traverse des crises comme celle-ci, parce que personne n'a vu venir. Donc, voilà. Par contre, il y a un truc qui est certain, c'est que si les outils informatiques, donc les systèmes, ce qu'on appelle, quand on dit souvent de manière vulgaire, on dit no soft, no game, si on n'a pas la capacité d'avoir des outils qui répondent rapidement à des besoins nouveaux, sans remettre en cause la totalité du système avec des coûts extravagants, là, on peut passer à côté et très clairement fermer la porte. Donc, mettre la clé sous la porte pour une enseigne. Donc, c'était plutôt ça. Et la dynamique, elle est simple. On est aligné. C'est-à-dire que les besoins sont alignés du vendeur en passant par la supply, la production, la marque, etc. etc. François, côté Hokkaido, est-ce que c'est un parcours du combattant ou c'est plutôt simple? Qu'est-ce qui a déclenché le projet chez vous et par quelle étape vous êtes passé de votre côté? Le projet Le projet de commerce unifié, le projet de tous ces nouveaux services pour… On est passé par beaucoup d'étapes. On est passé par beaucoup d'étapes. C'est pas une réflexion qui date d'hier. L'omnicanalité, c'est quand même un concept dont on entend parler depuis une dizaine d'années, un peu plus même. On a parlé de cross-canal, d'omnicanal, d'un petit peu de tout. Aujourd'hui, on n'a encore pas abouti. La vision, on avance tous les jours et je pense que mes collègues autour de la table là, avancent également dans cette direction. En revanche, même si on a une stratégie, dire qu'on est très avancé sur le sujet, ce serait prétentieux. On découvre encore au quotidien des nouvelles idées, des nouvelles volontés.
Non, ce n'est pas facile. Il y a des nouveaux comportements clients, il y a des nouveaux comportements magasins, il y a des nouveaux comportements nationaux. On change, on a des confinements, des déconfinements, il faut gérer tout ça. On travaille de plus en plus à distance, donc non, il faut être réactif, ingénieux, souple. Et non, c'est compliqué. C'est des projets qui sont compliqués à mener. Il n'y a pas à dire, tant au niveau informatique qu'au niveau humain. J'ai entendu parler tout à l'heure de change management. On capitalise énormément dessus. Quand on a réussi à embarquer les métiers, 50% du boulot est fait, entre guillemets. Et en plus, on a besoin d'eux pour s'améliorer. C'est bien leur retour. C'est eux qui sont sur le terrain et c'est leur retour qui font que les projets et les sujets s'enrichissent. Donc, c'est important de les prendre en considération et d'essayer de leur apporter des solutions. Souvent, ils sont gourmands quand même au niveau de leurs besoins. On doit les suivre. On n'en est pas toujours capable. En tout cas, on fait notre maximum. Et non, c'est pas simple, mais je pense qu'on avance. Ok. Côté Jules, vous avez mis pas mal de choses en place. Alors, c'est quoi votre feedback sur les étapes qui ont été déterminantes pour réussir ce projet, cette avancée, et qui est probablement le début d'une grande aventure. Mais c'est quoi les étapes chez vous qui vous ont paru essentielles? J'y vais, Julie? Vas-y. Oui. Alors, nous, sur le lancement, le déploiement du commerce unifié, donc on a lancé très vite le sujet. En 4 mois de temps, il a été déployé sur des magasins pilotes. Donc, le choix que nous avons fait, c'est de sélectionner à peu près une dizaine de magasins par marque, étant donné qu'on avait eu un retour d'expérience sur le fait d'avoir un seul magasin où le magasin avait complètement croulé sur les commandes. Donc, on ne voulait pas se retrouver dans la même configuration. Donc, voilà pourquoi le choix de ces 10 magasins que nous avons animés pendant à peu près 4 mois. Et aussi, ça nous a permis donc, de nous forger des convictions sur la manière de piloter les règles d'orchestration, de faire des ajustements également sur nos flux, etc. Suite à cela, on a déployé donc, nos 500 magasins en 2 mois de temps. Notre choix avait été de les déployer par lot et non pas en une seule fois, bien sûr. On avait nommé un responsable de magasin référent par région qui avait en charge d'accompagner, de former entre 10 et 15 magasins dans chacune des régions. Donc, c'est eux qui ont porté la bonne parole, si je puis dire, et qui étaient vraiment référents sur le domaine. Et aujourd'hui, c'est bien eux, normalement, qui sont les premiers, qui devaient être les premiers consultés en cas de questionnement ou d'ajustement. Et là-dessus, bien sûr, on a aussi en parallèle formé la hotline qui est décentralisée de chez nous et le run également, qui est aussi en interne. Et bien sûr, le service client qui était embarqué parce que sinon, sans lui, on ne fait rien. Donc, il y a une forte mobilisation de leur part là-dessus. Et en parallèle, maintenant que c'est bien lancé, on anime un comité de pilotage qui réunit donc, tous les acteurs du Chief from Store. Donc, ça va effectivement de la partie transport, logistique, au service client. Enfin, vraiment, il y a toute la chaîne, l'IT également est présente. C'est toute la chaîne qui est intégrée dans ces comités de pilotage qui est animée toutes les semaines. Entre toutes les semaines et tous les 15 jours, tout dépend effectivement de l'actualité commerciale du moment. Donc, on l'adapte. Et tout ça pour anticiper les moindres actions à faire et pour assurer surtout une rentabilité du chiffre from store. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire non plus du chiffre from store à tout prix. Il faut qu'il soit rentable. Aujourd'hui, c'est pas forcément, enfin, toutes les références ne sont pas forcément éligibles à tout moment. Donc là, il faut aussi, c'est là où on est en train de travailler également sur ces sujets, c'est pour rendre autonomes les personnes qui viennent rendre éligibles ou non certains magasins ou certains produits pour certains magasins. Donc, il y a une combinaison de choses à faire et à des moments bien précis de la vie du produit.
Très bien, merci, merci Elisabeth. Je pense qu'on a couvert assez rapidement l'ensemble des thèmes. Et je vous en remercie. J'espère que nos auditeurs sont toujours là. On va passer à une partie questions-réponses qui est souvent très enrichissante. Et François, côté Jules et Nicolas, vous répondrez au fil de l'eau selon les thèmes. Ok, alors concernant les questions, on en a eu beaucoup. Donc déjà, merci à tous pour votre participation. Donc, je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre. La première, elle est concernant le Ship from Store. Donc, Elisabeth, tu en parlais au niveau du coût et de la rentabilité pour l'entreprise. Et notamment, comment préparer et gérer les commandes avec des formats et des volumes différents. Voilà, selon la typologie des produits. Est-ce que vous avez ce cas de figure? Alors, nous, on est dans l'habillement. Donc, l'habillement, effectivement, va de la paire de chaussettes. Donc, c'est l'habillement pour hommes. Donc, paire de chaussettes au manteau ou à la grosse doudoune. Donc, oui, dans une certaine mesure, on rencontre ces problématiques-là. Donc, aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'avoir 3 formats de sachets qu'on met à disposition dans chacun des magasins. Juste Bertrand, je peux peut-être répondre à ça par rapport à l'expérience qu'on a chez des distributeurs spécialisés. Je pense notamment à Truffaut, qui a des gammes de produits qui sont très hétérogènes. C'est le cas aussi d'Intersport. Nicolas le sait aussi bien. On peut avoir un appareil de musculation, une table de ping-pong qui est combinée avec un t-shirt. Donc, bien évidemment, il va falloir gérer ces différents modes de transport. Donc nous, OneStock, au niveau de l'OMS, on sait gérer ce mode de transport, on sait gérer les différents transporteurs. Et surtout, au niveau de la préparation, on va être en mesure de fournir à la personne en magasin qui va avoir en charge la préparation de commandes les outils qui vont lui permettre justement d'intégrer ces process. Typiquement, chez Truffaut, vous avez une personne qui va être affectée à certains univers et pas à d'autres. Donc, il va faire son picking à partir des articles qui concernent ces univers et il va devoir apporter ces articles dans une zone de consolidation dans laquelle une autre personne va venir apporter d'autres articles qui vont compléter la commande. Et quand on va dispatcher la commande, en fonction des articles, bien évidemment, tels articles vont être conditionnés pour être pris par un Géodis ou un GLS si c'est des articles qui nécessitent un packaging ou un transport particulier, et les autres à des formats moindres vont partir via un Colissimo ou un Chronopost. Et ça, on va le gérer au sein de OneStock. On peut même le gérer en amont du parcours d'achat, c'est-à-dire qu'on est capable de calculer les différentes promesses de livraison et au sein de ces promesses, les différents modes de livraison ou le fait que le colis soit éclaté, que la commande soit éclatée en plusieurs colis et que le client va recevoir plusieurs colis à des dates différentes. Ok, moi j'ai… vas-y François. Je voudrais juste insister sur un sujet qui a été abordé dans le chat et par Elisabeth, c'est qu'il y a une vraie question autour de la rentabilité du Ship from Store et on anime beaucoup d'indicateurs autour de ça, sur les frais de livraison, sur les frais de port, d'où faire partir la marchandise, qu'est-ce qu'on peut s'offrir comme mode de livraison, qu'est-ce qu'on peut continuer de proposer aux clients et surtout quelle est la stratégie. Est-ce qu'on veut offrir un nouveau service? Est-ce qu'on veut offrir de la rapidité? Est-ce qu'on veut permettre de la profondeur d'offre sur le site? En fonction de ce qu'on veut faire, il y a plusieurs réflexions à avoir sur la rentabilité. Est-ce qu'on veut vider nos magasins? Voilà, donc il y a beaucoup de questions à se poser et effectivement, nous aussi, on joue avec les règles et les indicateurs pour obtenir la solution ou les règles les plus pertinentes. Et elles évoluent, ces règles, en fonction du moment de l'année, en fonction de la vie du produit, en fonction de plein de choses. Et encore une fois, il faut être réactif vis-à-vis de ce qu'on ressort et de ce qu'on veut faire. Et la possibilité… Si je peux… J'ai vu, excusez-moi, j'ai vu passer une question un peu terre à terre, mais je pense qui est importante parce que c'est une problématique terrain. J'ai vu passer une question, est-ce qu'on peut mixer un panier d'achat e-commerce et proxy? Nicolas, comment vous abordez ça? Parce qu'au final, moi, je suis consommateur, j'arrive, je fais du e-commerce, enfin, je veux acheter en e-commerce, je vois quelque chose qui me plaît en magasin. Voilà, quelle est la réponse que le vendeur à l'enseigne va m'apporter? Alors,
hors confinement, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a capacité aujourd'hui, et c'est ce qu'on pousse de plus en plus, à proposer des produits qui ne sont pas dans le magasin, mais qui sont visibles soit en exposition, soit sur un canal web. Et effectivement, je commande, je suis livré chez moi où je vais en retirer et je vais mixer ça avec un produit physique. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on peut proposer. Après, l'autre sujet, c'est comment on fait pour répondre à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a du stock dans un magasin, on fait du ship from store, mais en même temps des produits qui sont demandés sur le site qui sont stockés ailleurs. Donc, c'est la conjugaison de plusieurs produits stockés à différents endroits. Ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. On a quelques petites choses à travailler pour rendre le stock disponible partout, à n'importe quel moment et sur n'importe quel canal. Une autre question qui me semblait intéressante avec les nouveaux parcours qu'on voit arriver, donc le drive et le drive piéton. Est-ce à conserver selon vous, car cela limite drastiquement les achats additionnels potentiels? Si je peux répondre sur ce type de question, en fait, là, c'est vraiment de l'orientation client. En fait, aujourd'hui, si nous, on y a réfléchi au drive piéton, c'est vraiment par rapport au contexte sanitaire actuel où des personnes pouvaient se déplacer en fait sur nos magasins, mais ne voulaient pas rentrer ou être en contact. Donc, c'est vraiment de l'optionnel et de l'additionnel. Bien évidemment que pour nous, un client qui fait une commande e-com et qui vient le chercher en click and collect, on a toute notre carte à jouer, il y a toute la valeur ajoutée du collaborateur à mettre en œuvre à ce moment-là. Maintenant, on ne va pas se freiner par rapport à certaines contraintes ou crises sanitaires actuellement. Si on peut ouvrir ce service-là, qui ne demande pas énormément, on va dire, de technique et de matérialisation au magasin, pour pouvoir répondre et lui dire juste « Ok, vous êtes là dans 5 minutes, votre commande est bien prête, on vous attend, vous passez et on vous la délivre ». C'est vraiment du plus et de l'optionnel qui pourra être mis en place si, par chance, par exemple, les magasins de centre-ville réouvrent d'ici 15 jours ou si on nous permet de faire ce type de drive centre-ville, en fait. Justement, je rebondis sur ça, Julie, parce que tout à l'heure, on parlait de drive et effectivement, il y a ceux qui sont en périphérie où ils ont un parking privé. Oui. Et du coup, je pense que dans l'auditoire, tout le monde, les enseignes, tout le monde n'a pas cette chance. Comment vous l'appréhendez, vous, ça? Comment vous l'avez touché du doigt, cette possibilité de faire du drive, mais sans qu'une personne puisse se garer facilement, etc. C'est des côtés pratiques, encore une fois, que le consommateur veut effacer de son parcours, quoi. Donc, c'est quoi la différence entre le drive Jules et le drive D4? À part d'arriver avec une nouveauté, il n'y aura pas énormément de changements. C'est juste que c'est de l'adaptation un peu en temps réel et par rapport au contexte. Donc, ça demande un peu de côté technique. Là, Émilie pourra nous le dire. C'est juste de pouvoir mettre un picto sur dans le checkout de la commande e-com du client, qu'on peut permettre ce service-là, et ça passe après par du process magasin et du geste métier, à savoir installer un comptoir click and drive, on va dire, pour du drive piéton. Nous, on le préférait en fonction des typologies de magasins, que le client puisse nous appeler quelques instants avant, puisque même si on essaye au maximum d'avoir les retraits click and collect proches de la caisse ou du comptoir click and drive, au moins on est sûr que quand le client arrive, sa commande, elle est délivrable en 1 minute grand maximum. En fait, c'est vraiment allier l'agilité, la flexibilité et la rapidité pour servir notre client. Super. Bertrand, tu as peut-être une dernière question sous le coude? Ouais, quelque chose qui change un petit peu, c'est il y a de plus en plus d'enseignes qui proposent des lockers, donc des casiers pour retirer les achats click and collect. Est-ce que c'est des choses que vous avez réfléchi, ce type de service pour vos réseaux? Qui veut… Non, nous on préfère, c'est une volonté que le client vienne profiter de notre magasin lors de la réception de son colis. Et je pense que c'est le choix de nombreuses enseignes pour profiter du passage de notre client pour lui proposer d'autres articles. Moi, si je peux me permettre, tant que j'ai la parole, je voudrais revenir sur une question qui a été posée avant de mixer les différents parcours clients.
Nous, on a un projet qui est en cours, qui est l'Ordering Store, sur lequel on va essayer de faire ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Ordering Store, c'est un projet qui vise à mettre en place en magasin la possibilité de passer une commande pour le client. Donc, ce qui nous permettrait deux choses, de contourner la rupture, donc de proposer au client un produit qui n'est pas physiquement présent en magasin, ou de compléter l'offre avec des articles qui ne sont pas tout simplement prévus dans la gamme du magasin. Et à ce titre, c'est un projet qu'on mène avec iPay, OneStock et Avem d'ailleurs. Et à ce titre, on va mixer justement la commande. C'est une commande qui sera réalisée par nos collaborateurs en magasin au contact du client. Et le panier constitué sera divisé en deux parties. Une partie retrait immédiat, donc qui va régler sur place et donc pouvoir partir avec la marchandise. Et le reste du panier qui n'est pas physiquement présent au magasin lui sera livré chez lui ou selon le mode de livraison qu'il a choisi. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer bientôt. Merci François. Sur le locker, un peu à la Amazon, côté Nicolas, Descartes, Jules, est-ce que c'est des réflexions qui vous ont un peu titillé l'esprit dans votre réseau de magasins? En fait, je pense que c'est toujours pareil. Je crois que c'est Julie qui en parlait, c'est le client qui va décider. Je pense que le locker, il faut l'avoir en tête. C'est quand même un service qui est vachement intéressant. On peut commander de son bureau, de l'endroit où on est, ça est livré dans un locker et je viens le chercher quand j'ai envie. Parce que dans l'approche des clients versus la livraison, le point, c'est pas de savoir s'il va être livré en 1 heure ou pas. Ça va être livré quand est-ce que je vais pouvoir le recevoir, quoi. On a toujours la même problématique, hein. Que ce soit livré dans 1 heure ou dans 2 jours, c'est surtout que je sois là quand ce soit livré. Donc, si c'est un locker, c'est quand même le top. C'est moi qui choisis quand est-ce que je passe. Donc, pour moi, il n'y a pas de question en soi. C'est oui, il faut le faire. Il faudra que ça rentre dans la dynamique du commerce unifié, de la capacité à être présent sur le long terme et de répondre aux besoins clients. C'est comme le digital. Il faudra le faire à un moment donné. Après, ça dépend du volume qu'on a, mais pour nous, c'est indispensable. Et côté Julie? Tous les points, tous les modes de livraison et de mise à disposition du client sont étudiés, bien évidemment. Après, je rejoins, avec Nicolas ou François, on est tous, je pense aujourd'hui, customer-centric. Ça veut dire que c'est le client qui décide à quel moment il veut faire ses achats, quand il veut faire ses achats, comment il veut faire ses achats, où il souhaite être livré en fonction de sa disponibilité, parce que vous êtes peut-être beaucoup plus disponible le week-end, mais vous avez besoin expressément d'une paire de chaussettes en 2 heures. Et voilà, et donc c'est son choix, à nous de nous adapter, de ne pas louper un mode de mise à disposition des produits pour nos clients. Mais cependant, il est vrai que le combo gagnant, c'est quand même d'avoir un client qui fait une commande e-com et qui va en magasin, puisque derrière, on met la force de nos collaborateurs et de notre réseau en marche. Et ce qu'on veut, c'est avoir des clients omnicanaux. Ok, très bien. Alors, je vais me permettre de faire le petit mot de la fin parce qu'on va devoir couper et laisser tout le monde repartir dans son activité. Je tenais à vous remercier fortement, hein, Elisabeth, Julie, François, Bertrand, Jérémy, Nicolas, d'avoir porté votre regard sur ce thème qui est à mon sens au cœur des préoccupations d'un peu toutes les enseignes, tous les retailers. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère et je pense que je ne suis pas le seul. Vous avez apporté un regard qui était très fin et très complet sur ce sujet du commerce unifié et comment mêler tout ça au profit des nouveaux parcours et des nouveaux parcours d'achat et des attentes des consommateurs. Donc, je vous remercie pour ça. Je remercie également l'auditoire, nos invités, nos participants qui nous ont écoutés pendant un peu plus d'1 heure maintenant. J'espère que vous avez eu un ensemble de réponses ou de pistes. Et c'est bien aussi d'entendre les mots des confrères, hein, parce que surtout dans cette période de crise, et je pense que toutes les équipes d'IP, OneStock et PBXAVEM, on a une grosse pensée pour vous, parce qu'on travaille à vos côtés, aux côtés de l'ensemble des retailers. Et si vous êtes dans la difficulté, nous, on l'est aussi un peu, parce qu'on est là pour vous soutenir. Donc, un gros message de soutien
pour tous vos collaborateurs et en espérant, et vous l'avez montré, hein, on se pose souvent la question, est-ce que le magasin est mort? Ben, vous nous prouvez que non, parce qu'il y a des solutions. Il y a de la techno, on parle de customer centric, et je mettrai en avant aussi ce que vous avez dit souvent, c'est que c'est aussi une aventure humaine interne de dynamiser un commerce qui va du vendeur au responsable de région, aux personnes qui bossent en supply chain, au niveau IT, au niveau marketing. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très transversal qui touche un peu tout le monde. Voilà, donc oui, le magasin est encore là, il sera encore plus beau demain. Il fait partie du tissu économique, social, sociétal, et vous êtes tous là pour le faire vivre. Et enfin, pour finir, donc pour tout le monde, vous allez évidemment recevoir un replay vidéo et aussi un support écrit résumé de ce webinaire qui vous permettra de faire des rebonds dans vos réseaux et auprès de vos connexions professionnelles. En tout cas, on vous remercie tous pour votre écoute, pour votre partage, ces moments d'échange qui sont très enrichissant, et en tout cas OneStock, PBXAVEM et IP, on va continuer à faire ces moments d'échange via le digital et aussi le physique, au niveau physique quand on nous permettra de le faire, évidemment, avec toutes les sécurités possibles. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et merci pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.